Alors bonsoir, je m'appelle Bernard Hudon, jésuite et biologiste, membre de l'équipe du Centre Justice et Foi. Hier, 22 avril, c'était la journée de la Terre. La présente soirée avait été préparée un peu en fonction de ça. Elle se veut dans la mouvance du désinvestissement dans le secteur des hydrocarbures. Ce mouvement est très avancé dans les universités américaines, entre autres. Ici, l'Université Laval a été la première université canadienne à annoncer son intention de se départir de ses avoirs dans les hydrocarbures. Nous y reviendrons sûrement dans la soirée. Des grands fonds de placement ont aussi emboîté le pas dont la caisse de retraite des employés de la ville de New York. Et récemment, notre caisse de dépôt et placement a annoncé un retrait partiel dans ce secteur. Nous avons publié la semaine dernière un article dans Le Soleil et le Métro concernant toute cette problématique. Lors de la préparation de la soirée, nous n'avions pas prévu qu'elle s'inscrirait dans l'actualité avec l'imbroglio entre l'Alberta et la Colombie-Britannique au sujet du pipeline Trans Mountain de la compagnie Kinder Morgan. Nul doute que nous en ferons allusion ce soir. Sans plus tarder, je vous présente le premier conférencier, qui est M. André Bellil, président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, qu'il a cofondée en 1982. Il partage les leçons tirées de ses expériences, invite les individus et les communautés à passer à l'action face aux menaces environnementales qui nous affectent. Il dit souvent que, je cite, « Si moi, un ancien gars de la construction, j'ai pu accomplir tout ça, alors tout le monde est capable. » Fin de la citation. Celui-ci a effectué de nombreuses tournées de mobilisation du public québécois et a coordonné plusieurs programmes populaires tels que Un air d'avenir, Fête de l'air, Adieu Bazou, Changer d'air, L'énergie, j'ai mon mot à dire, et Citoyens, taisez-vous. Pluies acides, pollution industrielle, débat public sur l'énergie, efficacité énergétique, énergie renouvelable, protocole de Kyoto, les sommets mondiaux sur le climat et les gaz à effet de serre, pollution automobile, gaz de schiste, smog, liberté d'expression et poursuites abusives sont autant de causes défendues avec succès par l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique et son président. On lui a passé comme commande de nous faire l'historique des luttes au Québec sur cette question-là. Alors, comme militant depuis qui a beaucoup d'expérience, il va pouvoir nous relater un peu tout ça. Alors, il a 20 minutes, comme d'habitude. Il y a 3 conférenciers de 20 minutes. Après ça, on prendra une pause. Et puis, il y aura une intervention des questions de la salle par la suite. Alors, bonne soirée. Alors, M. Bellil. M. Hudon, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, si vous me permettez, je vais faire une histoire pas mal plus longue que l'histoire de la QLPA pour nous rappeler nos racines. Et après ça, je vais aussi faire un peu un survol des 36 dernières années et des dossiers qu'on a eu à mener qui sont, et je dis ça avec beaucoup de modestie, puis je remercie de bon Dieu de m'avoir donné la chance de réussir ça, ce sont les dossiers pour l'environnement parmi les plus importants qu'on a menés et qu'on a gagnés. Et c'est sûr que si j'avais été tout seul, ça ne serait pas arrivé. Il y a eu beaucoup de monde là-dedans, puis comme je dis souvent, il y avait aussi un bon Dieu pour les innocents, parce qu'il y a des fois que ça n'aurait pas passé, puis ça a passé pareil. Fait que, pour commencer, j'aimerais qu'on se rappelle, avant que les Français, ou même que les Vikings apparaissent sur le territoire, faisait longtemps qu'on savait que les énergies renouvelables, c'était ça qu'on avait besoin. Et on vivait avec les énergies renouvelables. J'ai, dans une partie de mes ancêtres, des Algonquins. Et, se servir du bois, c'était comme normal. On savait que le bois pousse, mais on se chauffait au bois. Se servir de la force des rivières pour transporter tout ce qu'on voulait, on le faisait. Puis utiliser le vent pour toutes sortes de faire sécher les pots, faire sécher les cultures, tout ça, on le faisait, puis on le fait longtemps. On avance le cadran un peu, là, on s'en va 200 ans plus tard, apparaissent les premiers Européens. Et sous le régime français,
ben là, on a commencé à développer, si on veut, une civilisation qui ressemblait à celle en Europe, mais avec quelqu'un qui était pas mal spécial, Samuel de Champlain, qui lui, contrairement à d'autres, et surtout contrairement au régime britannique, était venu pour créer un nouveau monde. Et dans son nouveau monde, il voulait qu'on vive ensemble, qu'il y ait une harmonie entre les peuples et qu'on apprenne les uns des autres. Alors, de ça est arrivé les premiers, si on veut, les premières industries, les premiers établissements. Et encore là, ben, l'eau, le vent et le soleil étaient les énergies qu'on utilisait. On a encore des vieux moulins avant. Ceux qui vont sur l'île d'Orléans, ben, vous allez en voir qui sont là depuis très longtemps. Et ils fonctionnent encore. Et voilà. Là, on va avancer le cadran encore plusieurs centaines d'années. Un jour, en 1973, comme vous voyez, j'ai toujours ma cravate en arrière dans le cou. Ben, comme hippie, parce que je le suis encore, puis je vais le rester jusqu'à temps que je meure. Au début fin des années 60, début des années 70, là, la plupart des gens ici, à part peut-être les deux personnes à chaque bout, vous allez vous souvenir qu'on nous proposait un virage nucléaire et que la vallée du Saint-Laurent aurait été remplie de centrales nucléaires. On parlait de bâtir 20-25 centrales nucléaires. Pardon? Ouais, c'est ça. Mettons entre 20 et 30, là. Et ben ça, pour le hippie que j'étais, chaque centrale nucléaire, c'était une usine à bombes. Hein? Puis, il y avait quelqu'un on a dit bien des choses sur lui. C'est un libéral qui a viré au Parti québécois après, mais qui est arrivé avec une idée géniale que pourquoi on ne nationaliserait pas l'hydroélectricité et qu'on n'en ferait pas le moteur de développement économique du Québec. Alors, 1 + 1 fait 2. J'ai monté à Baie James contre le nucléaire pour l'hydroélectricité et j'en suis encore bien fier. Maintenant, pour faire un récit historique un peu plus complet avant d'arriver dans les batailles, c'est important de rappeler tout le potentiel d'énergie propre, renouvelable, sur lequel on a toujours compté et qui est toujours là et qui, en fait, est la solution. Mais maintenant, il faut aussi penser décroissance, et ça, c'est un mot que beaucoup de gens ont peur d'aborder, mais on ne peut pas continuer à consommer autant qu'on consomme et penser qu'on va toujours pouvoir en avoir plus puis faire plus, ça ne marche pas. Alors, juste pour revenir un peu dans l'histoire, parce que là, on recule d'une couple de centaines d'années le cadran encore, il y a eu une période où on a utilisé les combustibles fossiles. Hein? Il y a eu d'abord le charbon qu'on a utilisé dans les forges du Saint-Maurice, et là, on remonte encore dans la période de la colonie française. Et par contre, on s'est rapidement rendu compte que ça n'avait pas de bon sens parce qu'il n'y avait pas de charbon au Québec. Hein? C'est de bon Dieu que vous voulez ça de même. Il n'y en avait pas, puis arrangez-vous avec ce que vous avez, puis vous devriez être capable. Alors là, les gens ont commencé à faire du charbon de bois. Et c'était du charbon qui était utilisé dans les vieilles forges. Hein, quand on parle des forges du Saint-Maurice, ben c'est ça. On faisait le charbon de bois dans la région de Louisville et c'était amené à Trois-Rivières et dans les vieilles forges. Bon. Mais ça a duré un bout de temps et c'était comme... Quand la colonie anglaise est arrivée, on a fermé les forges et là, ça a été passé à d'autres mains. Et donc, on a déjà utilisé du charbon, mais on a oublié ça, puis on a abandonné. Plus tard, on reviendra avec le charbon dans de grandes entreprises, des grandes industries. Je pense notamment à celle qui a donné naissance à la QLPA, c'était le smelter de Rouen, ce qu'on appelle l'usine d'affinage des métaux de Rouen-Noranda, qui était la source de pollution la plus importante au Québec et même dans le nord-est du Canada, après l'Inco, qui était juste à côté. Eux brûlaient beaucoup, beaucoup de charbon, mais c'était à peu près tout. Par contre, dans les années, si on veut, de partir des années 20, même un peu avant, on utilisait du gaz, le gaz naturel, qui provenait de Lotbinière, en grande partie, Trois-Rivières. On puisait du gaz et ce gaz-là a servi pendant plusieurs décennies, mais dans les années 70, il n'en restait plus.
Donc, on a arrêté de produire et d'utiliser le gaz, on a commencé à l'importer. Ensuite, la grande et la grosse industrie a besoin de beaucoup d'énergie. On s'est mis à utiliser beaucoup de mazout lourd et on ne produit pas de pétrole et on n'a pas envie d'en produire de pétrole. Ça, c'est bien personnel. Je vais me battre jusqu'à temps que je vais être capable qu'on ne le fasse pas. Mais on a utilisé beaucoup de mazout lourd et on s'est rendu compte que c'était extrêmement polluant. Alors, tout ça pour dire qu'arrive... je fais mes 10 ans à Baie James et moi, j'étais un amateur de pêche surtout, mais de chasse aussi. J'aimais beaucoup le bois. Et quand j'étais petit cul, j'avais eu la chance d'aller dans un coin de Portneuf qui s'appelle Rivière-à-Pierre et même loin en arrière de Rivière-à-Pierre où je pouvais aller à la pêche. J'y allais régulièrement. Et c'était des endroits que tu pouvais pas te rendre. Il n'y avait pas de chemin. C'était en hydravion où on avait une journée de marche à faire pour pouvoir se rendre à un lac. Et c'était vraiment le paradis. Sauf que, fin des années 70, début des années 80, il n'y en avait plus de poissons. Puis c'est pas parce qu'il y avait un effort de pêche trop important. Et ça m'a vraiment frappé. Et j'ai étudié pour essayer de comprendre comment ça a pu arriver. Et c'est là que j'ai découvert qu'on vivait un problème dont personne ne parlait, les plus acides. Et les plus acides, c'était la combustion des combustibles fossiles et aussi l'affinage des métaux, comme le smelter de Rouen, qui libérait dans l'air des oxydes d'azote et de l'anhydride sulfureux qui, finalement, se transformait en acide nitrique ou en acide sulfurique et allait brûler tout ce qui touche. Je donnais un exemple que je suis sûr que vous n'aimerez pas, mais c'est pour frapper l'imaginaire de tout le monde. Ceux qui ne comprenaient pas quand on parlait de ça dans les années 80, je disais, c'est pas compliqué, là. Si vous voulez comprendre, là, prenez un poisson rouge, trempez-le dans l'eau de javel, là, puis regardez quelle couleur il va avoir. Hein? Bon, il va passer d'une autre couleur, là. C'est exactement ce que les plus acides faisaient partout, sur tout ce que ça touchait. Et c'était, la première bataille qu'on a menée. Et c'est pour ça qu'on a toujours été à la QLPA très, très préoccupés par les questions d'énergie, parce que c'était, au fond, un dossier dont les problèmes provenaient de la combustion d'énergie, les centrales thermiques au charbon, au gaz, la production de pétrole, les grosses usines qui utilisaient des quantités astronomiques de mazout lourd ou encore de charbon. Alors, on a suivi ces dossiers-là, et ça, c'était la première grande bataille. Je suis fier de dire, au nom de tout le monde de la QLPA, de tous les membres, la bataille des plus acides, elle s'est gagnée au Québec, parce qu'au Québec, on a pris les moyens qu'il fallait. Et quels étaient les moyens? Les moyens, là, c'est l'ancien gars de la construction qui vous parle. Moi, quand j'étais à Baie James, j'étais membre des groupes écolos qui existaient à l'époque, mais il n'y en avait pas bien. Ce que je remarquais, c'est que c'était des écolos qui sensibilisaient des écolos. Fait que moi, quand j'arrivais dans une réunion, premièrement, je disais, rendez-moi ça simple, qu'on comprenne de quoi on parle, puis il faudrait bien que le monde embarque là-dedans, parce que si on veut changer le monde, ça prend du monde, puis si on reste juste entre nous autres, on ne change rien, c'est là. Hein? Donc, j'ai créé le premier groupe d'éducation populaire à l'environnement dans le but, justement, d'amener nos informations ou notre savoir au niveau de tout le monde en espérant que la sagesse populaire travaille avec nous pour qu'on puisse faire changer les choses. Ça a marché à 100%, parce que c'est au Québec qu'on a gagné la bataille des plus acides, mais ça a entraîné 7 provinces canadiennes, de la Saskatchewan jusqu'à Terre-Neuve, et ça a entraîné les États du Nord-Est américain, et plus tard, ça entraînera d'autres États, les États du Midwest. OK? Donc, voilà la première manifestation des problèmes avec les combustibles fossiles et aussi première grande victoire qui démontre que, contrairement à ce que tout le monde me disait à l'époque, oublie ça, André, tu seras jamais capable de rien faire changer, c'est ben trop gros. Puis moi, si j'essaye pas, c'est sûr que ça ne marchera pas. Si j'essaye, peut-être ça va marcher, on va s'essayer. Ça a très bien marché et je remercie tout le monde qui ont travaillé là-dessus. Sauf que, au moment où tout allait bien, au moment où, là, on a un accord, le Québec s'enligne pour réduire les émissions d'anhydride sulfureux, d'abord de la Noranda, de 300 000 tonnes, en 88, le gouvernement du Québec, suite à un été, vous vous en souviendrez peut-être, qui avait été particulièrement chaud et sec, on se retrouve en pénurie d'énergie. Et là, on décide, Mme Bacon, de repartir une vieille centrale thermique, la centrale de Tracy, qui marchait au mazout.
de repartir ou d'éliminer l'alimentation des chaudières, des papetières qui étaient alimentées à l'hydroélectricité ou à l'électricité, mais à l'époque c'était juste l'hydroélectricité, et d'éliminer le premier programme de conservation biénergie dans les bâtiments et structures. Alors là, imaginez la scène, ça m'a amené à dire, ah, ça y est, le cerveau gauche est plus connecté que le cerveau droit. Le ministre de l'Environnement, Clifford Lincoln, dit « Dans notre accord sur les pluies acides, on va réduire de 300 000 tonnes nos émissions de SO2. » Madame Bacon, après avoir ouvert les vannes le plus grand possible pour exporter au max l'hydroélectricité aux États-Unis, qui n'avait pas tenu compte des premiers cris d'alarme des écolos qui disaient « Attention, on commence à entrer dans une période de réchauffement planétaire. » Là, c'est sûr que je me faisais traiter de fou, mais comme je connaissais très bien la baie James, pour moi, c'était facile de comprendre ce qui se passait. On avait trop turbiné, puis comme les grands bassins de la baie James sont très grands, mais très peu profonds, bien, l'évaporation était phénoménale. Alors là, on a lancé une campagne pour un débat public sur l'énergie qu'on a obtenu. Okay? Et c'est là, avec M. Parizeau, qui, lui, a initié le débat sur l'énergie. Nous, pendant 4 ans, on a fait le tour du Québec dans toutes les régions pour expliquer pourquoi on demandait un moratoire sur le développement énergétique. On disait des choses comme, ben là, on est les plus gros consommateurs d'énergie, les plus gros producteurs, mais on est les plus gros gaspilleurs aussi. Il faudrait peut-être penser à la conservation d'énergie, ce serait pas pire. Puis en même temps, j'avais toujours ma petite morale de l'ancien gars de la baie James. J'ai pas travaillé comme un cheval pour vous faire gaspiller tout ce qu'on a fait, puis je pense à tout le monde qui a travaillé avec moi, ils sont tous d'accord avec ça. Donc, on a réussi à convaincre les Québécois et les Québécoises que la conservation de l'énergie et l'efficacité énergétique, c'était quelque chose qui s'imposait. Et là, on était vraiment au début des années 90. Et oui, la population du Québec a pris ce virage-là en se disant, ben oui, ça a du bon sens. Okay? Et on disait aussi, ben rappelez-vous qu'au Québec, le vent, on en a beaucoup. De l'eau, on en a beaucoup. Puis du soleil, on en a beaucoup. Pourquoi ne pas arrêter le développement hydroélectrique pour le moment? Parce que là, on avait des capacités énormes, il fallait juste mieux gérer l'affaire. Et ne pas commencer à développer. Pourquoi on ne devrait pas commencer à développer l'éolien, le solaire, la géothermie et toutes les alternatives en énergie? Alors, le premier ministre à l'époque, M. Parizeau, nous a donné raison. Dans le rapport final pour un Québec efficace, que ça s'est appelé, on disait exactement ce que les écolos avaient dit. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est on met un frein sur le développement hydroélectrique. Puis moi, je disais, ben vous savez, il ne faut pas trop s'inquiéter, les rivières ne se sauveront pas. Si jamais on manque de courant, les rivières vont être encore là. Bon, on peut peut-être arrêter d'en mettre des barrages là-dessus, puis investir dans l'éolien, puis le solaire, puis l'efficacité énergétique, puis la conservation. Ce qui a été fait, et ça a bien fonctionné. Sauf que là, l'affaire qu'on n'a pas, que moi, j'avais peut-être pas vraiment bien réalisé, mais à un moment donné, avec tous les troubles que ça m'a apporté, je l'ai réalisé. Un jour, je me dirais, hey, mon gros Simonac, t'as remis en question 65 milliards de dollars de contrats en jeu, et t'as gagné la bataille, et ces contrats-là sont tombés à l'eau. Il y a du monde qui t'aimeront pas à face. Eh bien oui, c'est arrivé, et ça arrive encore régulièrement, mais fier d'avoir réussi à faire comprendre qu'au Québec, on peut faire mieux, puis on doit faire mieux. Hein? Bon. Alors, une fois qu'on a eu ce débat-là, la conclusion était simple. La conclusion était on doit prioriser la conservation d'énergie. On doit vraiment s'orienter vers l'efficacité énergétique, mais pas faire à semblant, là, y aller avec la même énergie qu'on a eue quand on a décidé de développer l'hydroélectricité. Vraiment, là, penser, oui monsieur, penser qu'on est capable de faire ces choses-là. C'est pas parce qu'à un moment donné, on disait que les Québécois étaient trop capables de faire des barrages. On a montré au monde entier comment ça marche, faire des barrages, comment ça marche, faire des lignes d'haute tension. Donc, la capacité, on l'avait. Alors, une fois que ça a été convenu, que le Québec allait pour l'efficacité, la conservation, qu'on arrêtait le développement hydroélectrique pour un bout de temps, mais qu'on allait plutôt pour le développement de l'éolien, du solaire, la géothermie et toutes les énergies alternatives, bien, encore une fois, le cerveau gauche se déconnecte du cerveau droit. Arrive André Caillé, qui, lui, ex-président de Gaz Métro, vient nous dire
rendu président d'Hydro-Québec, après le verglas, bien appuyé sur le choc que ça avait fait dans la tête des gens, le verglas, on va avoir besoin de centrales au gaz. Là, le premier qui a réagi en dedans de moi-même, c'est le gars de la construction de la baie James. Comment bâtir des centrales au gaz, produire de l'électricité au Québec? Non, mais ça n'a pas de bon sens. On est viré sur le top, pas à peu près. Mais c'est ça. Il y a eu ce projet de bâtir 12 centrales au gaz. C'est une bataille qu'on a initiée, la bataille du Suroît et des autres centrales au gaz. La logique a prévalu. On a gagné cette bataille-là. Là-dessus, j'aimerais saluer Sœur Esther Champagne si je pouvais la voir, parce qu'un jour, comme je disais tantôt, il y a un bon Dieu pour les innocents est apparu juste au bon moment pour faire la différence. Alors, on a réussi à planter les centrales au gaz, mais là est arrivée l'autre période après où on nous a dit « Ah, on a besoin de porc méthanier. Hein? » Et après ça, on a découvert que, le Québec avait été claimé à grandeur, encore par M. Caillé et ses chums, claimé pour le gaz de schiste. Mais là, il n'y a pas de hasard dans ces choses-là. J'ai appris ça, moi, depuis le temps que je suis en environnement. On nous a mis devant un scénario à contrario, tout simplement. Eux s'étaient déjà attribués les permis pour l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste, mais pour pouvoir faire de l'argent avec, ça prenait des infrastructures, donc on va bâtir des centrales au gaz. Et s'il y en a trop, on aura des ports méthaniers, ou au moins un, Rabasca, pour exporter. Okay? Moi, c'est ma conclusion de ça. Mais dans tous les cas, on s'est battu, on a gagné, on n'était pas tout seul. Patrick, mon collègue, était de ces batailles-là. On a créé la coalition Québec vert Kyoto. Et les citoyens nous ont appuyés parce qu'ils comprenaient la même chose. Pas besoin de ça au Québec, voyons donc. Et là, pour faire vite, parce qu'il reste à peu près 2 minutes, il est arrivé la période des gaz de schiste. Mais nous, on avait fait la bataille du Suroît, on avait fait la bataille des ports méthaniers. Et là arrive l'invasion, on va faire du gaz partout. Mais en même temps, on avait pris des engagements à Kyoto, on avait pris des engagements sur le réchauffement planétaire qu'on ne respectait pas. Et ça, c'est une des affaires qu'il faut retenir, là. Tous les beaux engagements qu'on a pris, qu'on n'a jamais tenus. C'est honteux. Moi, là, comme Québécois, là, j'ai honte que nos gouvernements disent des choses comme ça, puis qu'ils s'en tirent. À Baie James, là, un gars là, qui avait un contrat à faire, là, s'il ne faisait pas, là, il se faisait éclairer, c'était pas long, là. C'était pas t'as bien des bonnes excuses, c'est en bas, puis on va en mettre un autre à la place. T'sais, je pense qu'il faut un peu renouveler notre détermination à ce niveau-là si on veut faire changer les choses. L'histoire des gaz de schiste, on a vu, ça a tombé, on a obtenu un moratoire, quasi-moratoire. Puis là arrive, on veut construire une nation. Au moment où on a pris toutes sortes d'engagements à Kyoto puis un peu partout sur la planète, on veut construire une nation à partir des pipelines, puis on va sortir le pétrole de l'Ouest qui est enclavé. Premièrement, si on regarde un peu ce qui se passe partout sur la Terre, j'ai pas vu aucune nation se construire à partir du pétrole. Ils sont très rares. Ils se sont plutôt détruites. C'est des guerres comme en Syrie, c'est des guerres comme un peu partout. Eh bien, pourquoi qu'au Québec, on se lancerait là-dedans ou on participerait à ça? D'où l'idée qui est arrivée de campagnes de désinvestissement pour le climat, mais aussi pour la sécurité des gens, puis j'irais plus loin que ça, pour le progrès pur et simple. On n'appelle pas ça des combustibles fossiles pour rien. C'est pas ces prix historiques. On n'est plus là, là. Il faut aller vers la conservation, l'efficacité énergétique, la décroissance. On a-tu besoin d'avoir tout un Hummer puis 4 télévisions dans la maison? Non, pas toutes. Puis pendant qu'on fait ça, on ne peut pas profiter des belles journées de printemps comme on a eu aujourd'hui. Fait que ça, c'est un peu l'histoire du Québec que je vais essayer de vous raconter de façon résumée. Mais ce que je veux surtout qu'on retienne, c'est que le Québec peut faire tellement mieux avec les énergies propres et renouvelables, puis avec sa maîtrise de l'énergie, parce qu'on est devenus des experts. L'efficacité énergétique au Québec, là, il y a des gens qui travaillent là-dedans et qui pourraient enseigner au monde comment faire mieux et beaucoup mieux. C'est ça qu'il faut encourager, puis il faut décourager le reste. Alors, quand la Caisse de dépôt nous dit « on va investir dans le pétrole », c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, d'où l'importance des campagnes de désinvestissement. Là-dessus, voilà,
On me met conclusion. Donc, conclusion, on peut faire mieux, puis je vous invite, s'il vous plaît, à supporter ceux qui prônent le changement et qui veulent qu'on respecte nos engagements. Parce que comme le disait Uber Eats, puis moi, ben, ça fait maintenant presque 40 ans que je le dis, si on ne bouge pas là, on n'aura plus l'occasion dans pas long. Fait que si on ne bouge pas là, on condamne les générations qui viennent après nous autres. Merci beaucoup. Alors, merci, M. André Bellil. Je retiens vite l'idée d'un projet de centrale nucléaire, on nous dit 33. La première bataille que la QLPA a faite et a gagnée, c'est contre les Puisacines. Ça a été répercuté dans cette province. Une campagne sur un débat public sur l'énergie qui a duré 4 ans. Après ça, M. Caillé qui est arrivé avec son projet de centrale au gaz, les ports méthaniers, maintenant les pipelines. Alors, on est toujours en bataille. J'ai oublié de vous présenter le Centre Justice et Foi qui vous accueille ce soir. Alors, rapidement, c'est un centre d'analyse sociale fondé en 1983 par les Jésuites du Canada français et d'Haïti. Il pose un regard critique sur les structures sociales, politiques, économiques et culturelles et religieuses. Il publie la revue Relations et organise différentes activités publiques, notamment les soirées Relations, comme ce soir. Son secteur Vivre Ensemble développe une expertise sur les enjeux d'immigration, de protection des réfugiés, ainsi que sur le pluralisme culturel et religieux. La deuxième conférencière sera Sarah Kakoum. Elle se présente comme une jeune consultante qui vient tout juste d'être diplômée au HEC de la maîtrise en gestion en innovation sociale. Elle est formée aussi en génie géotechnique de Polytech à Grenoble. Conscientisée par les problèmes environnementaux, c'est en suivant le cours de la décroissance conviviale qu'elle a décidé d'écrire un mémoire sur le thème de la transition énergétique et sur la possibilité ou non de l'accomplir sans décroissance économique. Le titre de son mémoire, c'est « Peut-on accomplir la transition énergétique sans décroissance économique ?» Pas une question. Depuis novembre 2017, elle est consultante externe pour l'organisme qui s'appelle Transition énergétique Québec, qui est relié au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Elle me fait préciser que sa position ce soir n'est pas celle du ministère. Nécessairement. Alors, c'est ça, elle aura 20 minutes aussi de présentation. Oui. Alors bonsoir à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier le Centre Justice et Foi de nous accueillir, de m'inviter et de me donner la chance de m'exprimer auprès de deux pointures que sont André et Patrick. Alors moi ce soir je vais vous parler des enjeux de la transition énergétique, des enjeux qui sont plutôt d'ordre technique, et puis je conclurai en réfléchissant sur la manière de conjuguer ces défis avec notre nécessité à désinvestir le secteur des combustibles fossiles. Alors j'y vais. Donc avant de parler des enjeux de la transition énergétique, pourquoi une transition énergétique? Vraiment rapidement, eh bien parce que notre système économique actuel repose en grande partie sur un approvisionnement en énergie fossile qui représente 81% de l'approvisionnement énergétique, donc en pétrole, gaz et charbon, et que cette production ne fait que s'accroître au fil du temps de manière exponentielle. En l'espace de 40 ans, entre 1973 et 2014, on a doublé en production. Cette production, cet approvisionnement massif en énergie fossile engendre deux choses. Tout d'abord, un réchauffement climatique, donc on le sait tous, hein, c'est un réchauffement global de la température sur Terre. Puis si on va au-delà de 2 degrés, cela va engendrer des changements rapides qui vont faire en sorte que nous, espèces humaines, on ne va peut-être pas pouvoir s'adapter. Donc c'est une menace pour l'existence humaine. Et puis là, le premier graphique que je vous présente, la ligne verte, c'est l'expression de cette limite de 2 degrés imposée par le GIEC, qui est à 1000 gigatonnes de CO2. Si on va au-delà,
ça constitue une menace. Et puis, cette courbe linéaire, c'est une extrapolation de notre consommation d'énergie fossile. Si on continue à ce rythme, eh bien, dans 10-15 ans, on aura déjà franchi cette limite. Le deuxième point, c'est qu'on observe que ces énergies fossiles arrivent à épuisement. Peut-être pas pour le charbon, mais en tout cas pour le pétrole. Qu'est-ce qui fait qu'on observe ça? C'est l'indicateur Leroy, qui a un taux de retour énergétique qui décroît en fait. C'est le deuxième graphique que je vous montre. En 90, Leroy pour du pétrole était de 30 pour 1, c'est-à-dire que pour un baril de pétrole, on pouvait extraire, raffiner et utiliser 30 tonnes de pétrole. 30 barils de pétrole, je veux dire. Puis aujourd'hui, on décroît, on est plutôt à 15-20, donc ce qui montre qu'on est obligé toujours de creuser toujours plus profond, et au point qu'aujourd'hui on se retourne vers du pétrole non conventionnel, donc le sable bitumineux au Canada, on le connaît bien, vraiment de moins bonne qualité. Donc ce qui fait que de force ou de gré, une transition énergétique s'impose, soit pour maintenir nos conditions de vie sur Terre, soit pour changer notre système qui arrive à épuisement dû à ces énergies fossiles. Alors qu'est-ce que la transition énergétique? Donc moi ça c'est le sujet de mon mémoire. J'ai trouvé la définition la plus simple que j'ai pu trouver par rapport à ces grandes instances internationales qui font la promotion de cette transition énergétique. C'est en fait la recherche d'un découplage entre le maintien d'une croissance économique et une diminution de nos déchets. Déchets en GES, déchets en plastique. Et puis au niveau international, cette transition énergétique, elle est mise en pratique par des politiques énergétiques. Et ces politiques énergétiques, elles obéissent en fait à des propositions d'experts tels que le GIEC, qui proposent différentes stratégies. Alors il y a beaucoup de stratégies, mais celles que j'ai retenues, elles sont au nombre de 3. Donc c'est d'abord la stratégie de substitution. Donc pour maintenir notre système de croissance économique, on va pouvoir substituer les énergies fossiles par des technologies propres, telles que les centrales éoliennes ou les panneaux solaires. La deuxième stratégie, c'est la stratégie d'efficacité énergétique. Donc l'efficacité énergétique, c'est quoi? C'est diminuer nos intrants énergétiques pour produire la même quantité de produits, ou bien même l'augmenter pour maintenir notre croissance économique. La troisième stratégie, c'est la stratégie de dématérialisation. Donc ça serait se tourner plutôt vers une économie tertiaire de services qui a priori serait moins énergivore. Et puis ces 3 stratégies, pour les accomplir, il est nécessaire de maintenir notre système de croissance parce que c'est elle qui nous donne les capitaux pour accomplir cette transition. Mais je me suis posé la question, mais est-ce que c'est possible? Parce que je me rends compte que finalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Alors, pour répondre à cette question, je me suis intéressée aux théories économiques. Et donc, la première théorie, c'est la théorie économique orthodoxe, celle qu'on utilise, qui est dominante dans notre système, et qui dit que, oui, c'est possible d'accomplir cette transition énergétique, donc de ne rien changer finalement à notre système, juste grâce à ces stratégies-là, de pouvoir continuer comme à l'habitude. Alors, pour argumenter sur cette possibilité d'accomplir cette transition énergétique, cette théorie-là dit que oui, c'est possible de changer nos énergies fossiles par des technologies propres. Pourquoi? Parce qu'elles entretiennent une relation de substitution. C'est-à-dire que lorsque le pétrole va arriver à épuisement, son prix va augmenter, et comme elles entretiennent une relation de substitution, les technologies vertes, il va y avoir un accroissement de sa demande. Stratégie d'efficacité énergétique est rendue aussi possible grâce au progrès technique. Donc ce progrès technique-là, qu'est-ce qu'il nous permet? Il nous permet d'avoir des gains de productivité toujours de plus en plus importants, donc c'est-à-dire de diminuer de plus en plus nos intrants énergétiques pour produire de plus en plus de produits. Puis la stratégie de dématérialisation, elle aussi, elle est possible grâce au progrès technique, donc à l'innovation, grâce à du capital dit immatériel, parce que peu énergivore, tel que la connaissance, le design, le marketing, qui, elle, ne va pas augmenter notre production en produits, en matériel, mais plutôt en valeur intrinsèque au produit. Par exemple, mon iPhone, mon iPhone, je ne l'ai pas ici, mais son coût de production vaut peut-être 100 $, mais aux yeux du consommateur, il va peut-être valoir 1000 $ parce qu'on aura injecté de la valeur à ce produit-là. Donc la stratégie de dématérialisation, c'est produire toujours
toujours plus de valeur avec moins d'intrants énergétiques, ce qui permet encore d'alimenter la croissance économique. Mais il y a une objection théorique à ça. C'est celle que j'ai trouvée, c'est le courant de pensée de l'écologie économique, qui elle, en fait, donc le père de cette pensée, c'est Herman Daly, qui lui, en fait, a intégré des paramètres physiques à la théorie économique, particulièrement la première et la deuxième loi de la thermodynamique. La première loi, c'est la loi de conservation, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et la deuxième loi de la thermodynamique, c'est qu'à chaque transformation, l'énergie se dégrade. C'est-à-dire que lorsqu'on va transformer notre tonne de charbon, ben peut-être que la moitié va partir sans pouvoir la réutiliser. Comment ? Le terme de la dégradation, c'est la chaleur. Réduire la montée de la température. Exactement. On peut parler d'entropie. Bon, c'est sûr que c'est du long terme, mais c'est l'entropie. Eh bien, ces deux lois, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles rendent complètement en objection avec ce que je viens de vous dire tantôt. C'est-à-dire que cette stratégie de substitution, d'après ce courant, elle est impossible. Pourquoi ? Parce que les technologies, ce capital artificiel, il n'entretient pas une relation de substitution avec des énergies fossiles, mais bien une relation de complémentarité. C'est-à-dire qu'on a besoin d'énergie fossile pour produire ce capital artificiel. Et là, j'entends bien dans un système de croissance économique, parce que bon, André nous parle des énergies propres, moi aussi j'y crois, mais dans un contexte de croissance économique, ça pose problème. Stratégie de dématérialisation aussi, on parle de valeur créée, mais cette société tertiaire, cette économie tertiaire, elle repose en fait sur un énorme flux de quantités fossiles en amont, parce que bon, ben, on peut penser à nos infrastructures, à nos déplacements, à tous nos ordinateurs énergivores pour produire cette valeur. Donc ça, c'était pour la pensée du courant de l'écologie économique. Et puis pour la troisième stratégie, qui est la stratégie d'efficacité énergétique, oui, j'y crois, mais dans un système de croissance, ça pose problème. Pourquoi ? Parce que dans un système de croissance, on est dans une société productiviste qui veut tout le temps produire. Et donc une stratégie d'efficacité énergétique, d'après Stanley Jevon, entraînerait un effet rebond. Je m'explique. Plus on va gagner, plus on va réduire nos intrants énergétiques, plus en fait les gains d'énergie qu'on aura acquis vont être mis en jachère pour faire quoi ? Pour développer d'autres activités. Et donc, tel un effet rebond, ces activités-là vont demander plus d'énergie. Donc finalement, on ne réduit pas l'énergie à la source, on l'augmente. Donc là, c'est plutôt sur le point théorique, mais au niveau empirique, ce qu'on observe, c'est que oui, il y aurait sûrement une relation de complémentarité entre les énergies renouvelables et les énergies fossiles. Pourquoi ? Par rapport à leurs caractéristiques physiques. Alors, je vais la faire courte, mais d'abord, les énergies renouvelables, ces technologies en fait, ont des durées de vie faibles, beaucoup plus faibles qu'une centrale à charbon qui est de l'ordre de 70 ans. Une centrale éolienne, c'est de l'ordre plutôt de 20-25 ans. C'est-à-dire que tous les 20-25 ans, on va devoir mobiliser des intrants énergétiques, de l'énergie fossile et des matériaux qui, entre parenthèses, sont très polluants, comme le gallium et l'indium pour les panneaux photovoltaïques. Elles ont une densité faible aussi, donc on ne peut pas porter dans nos mains une tonne de soleil ni une tonne de vent, comme le charbon. Ce qui fait qu'elles sont très diffuses, elles ont besoin d'énormément de technologies pour les concentrer, pour les utiliser. Ce qui fait en sorte que, par exemple, une centrale à charbon de 1000 MW, par exemple, a besoin de 1 à 4 km² de terrain. Pour avoir cet équivalent en termes de panneaux solaires, on va devoir prendre 10 à 50 km² de terrain. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut engendrer en fait dans un contexte de croissance économique. Ces énergies sont intermittentes. Qu'est-ce que ça fait l'intermittence ? C'est que on a des facteurs de capacité qui sont bien différentes. Une centrale à charbon encore fonctionne 75% de son temps. Une centrale éolienne va fonctionner plutôt 25% de son temps, parce que quand ils ne vendent pas, les énergies éoliennes ne tournent pas. Ce qui fait que, eh bien, toujours pour reprendre l'exemple de l'équivalence d'une centrale à charbon de 1000 MW, eh bien, on va avoir besoin de 3 fois plus de puissance pour des centrales éoliennes, ce qui fait qu'on devrait installer 600 éoliennes de 5 MW pour remplacer une centrale à charbon.
Le stockage aussi. Le stockage est difficile. Ça coûte cher de produire des batteries pour stocker cette énergie. Donc ce qui veut dire que quand ils ne vendent pas, quand il n'y a pas de soleil, bon, qu'est-ce qu'on fait dans notre système encore productiviste? On va utiliser des énergies fossiles. Donc finalement, tous ces paramètres physiques nous amènent à obtenir des ROA, donc des taux de retour énergétique bien inférieurs à ceux des énergies fossiles. Et le point aussi que je voudrais soulever, c'est ce mot cannibalisme énergétique. Donc c'est un mot un peu barbare, mais qui a tout son sens. C'est-à-dire que si on doit déployer une innovation technologique, une technologie de manière substantielle pour substituer à notre apport énergétique actuel, eh bien on risque d'empiéter sur l'énergie qu'on a besoin, nous, pour maintenir notre société. Donc qu'est-ce que ça crée? Ça peut créer un risque de décroissance de notre niveau de vie. Ça peut engendrer beaucoup plus de pollution si aujourd'hui on devait remplacer les 500 exajoules d'énergie fossile qu'on utilise par 500 exajoules d'énergie renouvelable. Et puis ça accélérerait l'épuisement de ces énergies fossiles. Ah, ça marche plus. Bon, ça marche plus. Ah, voilà. Donc finalement, ce qu'on observe, c'est que il y a toujours plus d'énergie fossile qui est mobilisée dans notre système de croissance économique. Donc le premier graphe vous montre les efforts qu'on a obtenus avec l'efficacité énergétique. Donc ils sont là, ils existent, mais ils sont beaucoup trop faibles parce que peut-être que c'est dû justement à ces effets rebonds dont je vous ai parlé tantôt. Puis le deuxième graphique vous montre que les deux premières surfaces, donc ce sont les développements des énergies renouvelables, donc qui sont aussi existantes, mais qui en parallèle engendrent aussi, sous-jacent, c'est aussi une croissance en énergie fossile. Donc finalement, cette transition énergétique aujourd'hui, elle est bien remise en question. Alors conclusion, donc moi j'invente rien de mon humble mémoire et puis je ne veux vraiment pas remettre en cause ce que vient de dire André, mais ce que je veux dire, mon point, c'est que dans un contexte de croissance économique, ces stratégies de transition énergétique, en fait, elles ne permettent pas de réduire notre approvisionnement en énergie fossile. Donc, il faudrait se tourner vers d'autres stratégies. Et sur le plan financier, oui, pourquoi pas se tourner vers la stratégie de désinvestissement. Pas pourquoi pas, c'est une nécessité en fait, pour s'affranchir des énergies fossiles. D'autant plus que si on pense à l'épuisement de ces ressources et puis si on pense à respecter les objectifs les objectifs climatiques, donc imposés peut-être par des réglementations, on voit qu'investir dans des énergies fossiles, ça constituerait un risque financier. Parce que les réserves sont surévaluées et parce que la valeur de l'investissement serait dévalorisée plutôt à long terme. Donc moi, ce que je veux vous dire ce soir, c'est que oui, il faut désinvestir, vraiment, c'est nécessaire, mais il faut éviter en fait un déplacement de capital des énergies fossiles vers un capital des technologies propres qui, elles, se basent sur des énergies fossiles. Et donc, pour faire ça, comment corréler, comment conjuguer ces défis de la transition énergétique avec un désinvestissement? Eh bien, il faut une stratégie de décroissance de la production. Alors, c'est sûr que ça fait froid dans le dos quand on parle de décroissance de la production dans un système productiviste dans lequel nous sommes aujourd'hui. Merci. Mais voilà. Parler de décroissance de la production, ça suppose en fait un changement de paradigme. Puis aujourd'hui, personne n'a vraiment une solution toute faite sur comment aborder ce changement de paradigme. Mais moi, je m'intéresse beaucoup au mouvement de la décroissance parce que le mouvement de la décroissance nous invite justement à repenser sur comment amorcer ce changement de paradigme. Et donc, moi, ce que je retiens, parce que la décroissance, il y a plusieurs définitions, mais cette décroissance-là, elle nous invite avant tout donc, à une refondation de nos sociétés, mais à un ralentissement, en fait, un ralentissement de notre rythme effréné de production. Et donc un ralentissement, une façon aussi de consommer moins, via le partage par exemple. Puis aussi elle nous offre des outils comme le revenu universel de base qui est un outil intéressant. Alors moi je ne suis pas experte sur le sujet, mais s'il y en a dans le public qui s'y connaît, je serais très heureuse de partager ça avec vous.
Mais ce revenu universel, qu'est-ce qu'il ferait? Peut-être qu'il nous permettrait de nous émanciper petit à petit de ce système de productiviste, qui permettrait de reprendre le pouvoir de nos mains et de nos bras, qui sont en fait la première ressource énergétique qu'on avait bien avant les énergies fossiles. Et donc ça nous permettrait peut-être d'être plus autonomes, d'être moins aliénés, parce que moi je me sens complètement aliénée dans ce système, et peut-être nous offrir non pas une vie austère comme on peut croire que la décroissance c'est nous offrir un monde austère, mais plutôt un monde de vie bien meilleur que ce qu'on connaît aujourd'hui. Merci. Alors, merci, Sarah Kakoum. Alors, quelques idées que je retiens. De 1973 à 2014, on a doublé la production d'énergie fossile. Elle a relaté 3 stratégies, celle de la substitution, celle de l'efficacité énergétique et celle de la dématérialisation, autant dans la théorie de l'économie classique que dans celle de l'écologie économique, pour aboutir à la nécessité du désinvestissement, où on propose un changement de paradigme et un ralentissement. On va arriver à la présentation de M. Patrick Bonin, sa commande, c'est de nous présenter les démarches concernant le désinvestissement des combustibles fossiles. Alors, quelles sont les campagnes récentes? Quelles sont les voies d'avenir, démontrer que la stratégie de désinvestissement des combustibles fossiles est possible et souhaitable. Patrick Bonin travaille pour Greenpeace Canada depuis 6 ans dans le dossier climat, changement climatique et énergie. Il a été 4 ans directeur climat et énergie pour la QLPA. Et puis, il est fait depuis plus de 15 ans qu'il fait de la militance. Il a une maîtrise en sciences de l'environnement et un bac en administration des affaires. Alors, M. Patrick Bonin, vous avez aussi 20 minutes. Je vais vous prendre le micro. Ah oui. J'ai pas de PowerPoint, donc on n'a pas de problème. Bonsoir tout le monde. Merci de l'invitation. C'est un plaisir d'être là et surtout un plaisir, je l'espère, d'échanger avec vous par la suite parce que ce sont des questions importantes. Comme vous le disiez, ça fait plus de 15 ans. J'ai fait mes premières armes, entre autres, sur la ligne de front avec André Bellil qui parlait du surroi. Déjà en 2004, on était au front et on l'a gagné. On en a gagné plusieurs autres de ces batailles-là. Une des plus grandes batailles maintenant qu'on mène, entre autres, à Greenpeace, c'est au niveau du désinvestissement. Pourquoi le désinvestissement? Je vais vous peut-être présenter quelques grandes lignes de qu'est-ce qu'on entend exactement par désinvestissement, ce qui marche pas, pourquoi il y a de la réticence, mais aussi pourquoi pour nous c'est super important la campagne qu'on mène, entre autres, en ce moment contre le pipeline Kinder Morgan, le pipeline Trans Mountain dont vous parliez. On est Greenpeace, une organisation qui est en place depuis 43 ans, même plus maintenant. On est totalement indépendant, ce qui veut dire qu'on n'accepte pas d'argent des gouvernements, pas d'argent des entreprises, et on est dans plus de 40 pays à travers le monde. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de choisir les enjeux sur lesquels on peut avoir les plus grands gains environnementaux. Donc, on joue évidemment notre rôle dans un écosystème de groupes environnementaux. La QLPA, avec qui on travaille, on va travailler sur certains dossiers, on va tenter d'être complémentaires. Et là, maintenant, on a une campagne internationale où chacun des bureaux est appelé justement à bloquer des pipelines de sable bitumineux, à travailler auprès des institutions financières avec déjà des succès. Et c'est pas pour rien, parce que on a actuellement au Canada la plus grande problématique environnementale, c'est les sables bitumineux. La principale source d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre au pays, ce sont les sables bitumineux. Les plus grosses augmentations qu'on voit venir, qui sont dans les prévisions du gouvernement de l'Office national de l'énergie, c'est en raison de la croissance prévue des sables bitumineux. Et juste par exemple, depuis 1990, c'est 600% d'augmentation de la production de pétrole des sables bitumineux. Et maintenant, on produit au Canada presque 2 fois plus de pétrole qu'on en consomme. Donc, c'est pour de l'exportation. Et c'est un des pétroles, sinon le pétrole le plus polluant au monde,
qui est 3-4 fois plus polluant à produire qu'un pétrole conventionnel. Et là, malgré tout ça, on a des projets sur la table, dont le projet de pipeline Trans Mountain de Kinder Morgan, qui à lui seul mènerait une augmentation de 3 fois de la quantité de pétrole qui transite vers l'Ouest canadien, qui à elle seule générerait, juste pour produire du pétrole en Alberta, l'équivalent d'ajouter 4 millions de véhicules sur les routes. Donc, un projet de pipeline qui, à lui seul, augmenterait la production de pétrole des sables bitumineux tellement que la pollution, ce serait 4 millions de véhicules sur les routes. Donc, c'est sûr que, d'un point de vue international, quand on regarde ça, un projet, on se dit que ça n'a aucun sens d'un point de vue environnemental, ça n'a aucun sens d'un point de vue respect des droits des Premières Nations également, qui sont centrales actuellement à cette problématique-là, où on a un gouvernement fédéral qui veut imposer aux Premières Nations qui, d'une manière majoritaire, n'ont pas accepté ce projet-là, n'ont pas donné leur consentement, n'ont pas été informés adéquatement. Donc, pour nous, c'est sûr que c'est ultra prioritaire comme projet. Et là, maintenant, on a une nouvelle donne, un gouvernement fédéral qui veut en plus imposer un projet à une province qui a été démocratiquement élue, qui a des compétences en environnement et que le gouvernement veut même passer de la nouvelle loi, des nouvelles lois, législation pour réaffirmer ou affirmer à sa manière que le gouvernement fédéral peut embarquer sur une province. Donc pour nous, d'un point de vue gestion, respect des communautés, des Premières Nations, de l'environnement, ces projets-là font pas d'allure. Et quand on a des projets du genre, c'est l'équivalent d'avoir des investissements dans l'armement, des investissements dans le tabac, des investissements dans les compagnies d'apartheid. Et c'est ça la nouvelle réalité des investissements au niveau des changements climatiques, oui, mais du désinvestissement. Parce que le désinvestissement, ça consiste essentiellement à plusieurs niveaux de désinvestissement. Vous avez l'option 1 qui est de ne pas investir, donc vous avez déjà de l'argent, vous n'en rajoutez plus. Certaines institutions font ça. Quand on parle du pétrole, par exemple, des sables bitumineux ou même le charbon, quand vous regardez, là, vous avez le charbon qui est plus polluant en termes de gaz à effet de serre et vous avez les sables bitumineux qui viennent tout de suite après, parce que c'est extrêmement polluant à produire. Donc, dans l'optique où on a des combustibles fossiles ultra polluants, il faut à un moment donné s'arrêter, écouter ce que la science dit, et la science, elle dit que 80% des combustibles fossiles doivent rester sous terre. Si on veut respecter l'accord de Paris, si on veut limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés Celsius, il faut garder 80% des combustibles fossiles sous terre. Donc, d'emblée, vous comprenez que les plus polluants, le charbon est un bon exemple, c'est les premiers qu'il faut garder sous terre. Donc, non seulement il ne faut plus investir dans le charbon, par exemple, quand vous avez des grandes institutions, mais il faut désinvestir du charbon. Il faut arrêter de mettre de l'argent là-dedans. Donc, ça, c'est d'aller plus loin dans le désinvestissement. C'est pas juste de dire on n'investira plus, c'est de désinvestir. Et ça, c'est plus difficile encore pour des institutions, pour plusieurs raisons, et je vais revenir là-dessus plus loin. Mais ça, c'est un autre niveau de désinvestissement. Et ultimement, c'est de s'assurer de désinvestir de tous les combustibles fossiles. À la base, quand on regarde tout le mouvement de désinvestissement, vous avez 3 tendances environ dans le mouvement de désinvestissement. La première, ce sont souvent, entre autres, des organismes de charité, des fondations, des organismes religieux, des organismes qui ont des valeurs qui sont complètement incompatibles avec certains produits qui vont être les premiers sur la ligne de front et commencer à désinvestir. Et par la suite, le mouvement de désinvestissement, on l'a vu, même chose pour le charbon, mais même chose à plein d'autres égards, bien, vous avez d'autres institutions, des institutions publiques, que ça ne va pas avec leurs fonctions. Vous avez également des compagnies qui, dans une certaine mesure, sont pro, je dirais, qui ont des valeurs, donc qui vont désinvestir. Et là, vous avez une deuxième phase. Donc, on n'est plus dans le marginal, on est de plus en plus établi. La troisième phase, c'est quand le marché, les grandes institutions financières commencent à désinvestir. Et là, vous avez un signe que le désinvestissement est en route. Et quand on parle de pétrole, gaz et charbon, c'est là qu'on est rendu. On est rendu au niveau international à avoir, en termes d'argent, c'est 6 000 milliards de dollars de désinvestissement. Donc, d'entreprises, d'organisations qui ont commencé à désinvestir. Là, ce n'est pas juste des universités, encore une fois, c'est même des grandes institutions financières qui ont commencé à désinvestir. Plus de 850 à travers la planète ont commencé à désinvestir, se sont engagés à désinvestir au niveau du pétrole, du gaz et du charbon. Si je vous donne des exemples concrets, vous avez par exemple, on en parlait tantôt, la ville de New York. La ville de New York qui maintenant dit, nous, on désinvestit des combustibles fossiles parce qu'ils ont compris
que ça n'a aucun sens, mais ça n'a aucun sens pas juste d'un point de vue théorique, ils vivent déjà les impacts des changements climatiques. Ils ont déjà été frappés par des inondations, par des tempêtes, et ils désinvestissent des combustibles fossiles, mais ils ont décidé de poursuivre 5 grandes pétrolières pour leur faire payer le coût des adaptations qu'ils sont obligés de mettre en place pour se prémunir contre les impacts des changements climatiques. Donc ça aussi, ça fait partie de la réalité. Quand vous avez des villes qui actuellement subissent des coûts, elles comprennent que ça n'a plus de sens de devoir payer d'un côté et d'un autre côté, entretenir des relations avec ces entreprises-là. Donc des grandes villes comme New York, on peut parler de San Francisco, Oakland, Paris, il y en a une panoplie. Vous avez aussi des grands fonds d'investissement. Le plus grand fonds souverain actuellement mondial, c'est le fonds de la Norvège, qui a fait sa fortune sur le pétrole en partie, très grande partie, je devrais même dire, 1000 milliards de dollars qu'ils ont. Et eux, malgré le fait qu'ils continuent à produire du pétrole, la Norvège, et évidemment, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça, mais ils ont dit, il faut qu'on désinvestisse. Ils ont demandé au gouvernement norvégien de désinvestir davantage. Déjà, au niveau du charbon, ils ont vraiment fait un désinvestissement massif, mais là maintenant ils veulent désinvestir pétrole et gaz et aller beaucoup plus loin. Et vous avez, quand vous avez des institutions du genre, ça lance littéralement le marché international. Et c'est aussi signe que, d'un point de vue économique, on est rendu là. Donc vous avez les enjeux environnementaux, comme la première raison éthique normale de vouloir désinvestir. Quand on parle de l'accord de Paris, le 2 degrés Celsius, limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés Celsius, c'est pas des blagues. En ce sens que 2 degrés Celsius, c'est ce que la science dit qu'on ne doit pas dépasser comme réchauffement planétaire. Maintenant, on a déjà 1 degré Celsius d'engagé, donc déjà 1 degré Celsius de réchauffement. Les pays les plus vulnérables, ceux qui sont des pays insulaires, par exemple, au niveau de la mer, les pays côtiers, les pays qui font face à déjà des sécheresses, à des inondations, à des problèmes d'approvisionnement en eau, eux, ils disent on ne doit pas dépasser 1,5 degrés Celsius. Parce que, au-delà de ça, c'est une question de survie de nations. C'est une question de nations qui doivent quitter littéralement leurs îles, par exemple, ou les endroits, pensez au Bangladesh, qui vivent à proximité de la mer et de l'océan. Bien, pour eux, ils pourront même plus continuer à vivre comme ils vivent actuellement. Donc, c'est pour ça que le 1,5 degré Celsius de réchauffement existe. C'est parce que les pays les plus vulnérables, qui ont moins les moyens de s'adapter, ont exigé que ce soit mis là. Et là, on parle souvent de maintenir bien en dessous de 2 degrés Celsius. Donc, il faut garder ça en tête. Il ne faut pas aller au-delà de 2 degrés Celsius. Sinon, on rentre dans la zone qu'on ne veut pas de bouleversement climatique catastrophique, d'augmentation des événements extrêmes, d'augmentation des inondations, des sécheresses, d'augmentation du niveau de la mer, des fonds des glaciers, de l'accès à l'eau potable, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, 2 degrés Celsius? Une fois qu'on le dit, une fois que tous les pays de la planète se sont engagés à faire, on va limiter à 2 degrés Celsius, bien là, on regarde la science, qu'est-ce qu'elle dit? Je parlais tantôt de 80% des combustibles fossiles qu'on doit garder sous terre si on veut une chance raisonnable. Ça, c'est majeur. Mais vous pouvez voir ça d'une autre manière. Ça veut dire qu'au niveau international, d'ici 2050, on ne peut plus utiliser de combustibles fossiles, de pétrole, de gaz, de charbon d'ici 2050, d'ici moins de 35 ans. Et ça, c'est au niveau international. Ça veut dire que les pays les plus développés, les pays les plus riches, qui ont fait leur argent en utilisant du pétrole, du gaz et du charbon, qui sont responsables de la grosse partie du réchauffement actuellement, eux, il va falloir qu'ils arrêtent d'utiliser des combustibles fossiles bien avant 2050. Ils doivent assumer le leadership dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, on a moins de 33 ans, beaucoup moins que 33 ans, pour changer tout notre système, pour ne plus utiliser de pétrole, de gaz et de charbon. Une fois qu'on a dit ça, qu'on veut être à 100% énergie renouvelable en 2050, au niveau mondial, encore une fois, souvenez-vous-en, c'est important, bien, il faut se dire comment qu'on fait ça. Comment on y arrive d'une manière pratique. Évidemment, il y a des gens actuellement qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a des gens, c'est à peu près 1 milliard au niveau international, qui n'ont pas accès à l'eau potable. À peu près 1 milliard qui n'ont pas accès à de l'électricité de base. À peu près 1 milliard, on reste dans les ordres de grandeur, qui souffrent de malnutrition. Fait qu'il faut être capable de faire une transition, se départir des combustibles fossiles et faire d'une pierre plusieurs coups, de permettre à ces gens-là qui veulent bien avoir accès, il y en a qui ça les intéresse peu, puis c'est correct, évidemment, mais d'avoir accès à l'eau potable, quoi que je pense que pas mal tout le monde est d'accord pour avoir accès à l'eau potable. Parlons par exemple de l'électricité, mais s'il y a des gens qui veulent avoir accès à l'électricité, il faut leur donner. Donc,
Évidemment, oui, il va falloir faire la décroissance, il va falloir réduire notre empreinte écologique, vous le savez, si tout le monde, ça prend plus qu'une planète actuellement pour subvenir à nos besoins. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut faire les deux. Il faut faire à peu près tous les scénarios. Là, nous, on en produit des scénarios Greenpeace International. Là, à peu près la moitié des efforts, c'est en économie d'énergie, en efficacité énergétique, en réduction de la consommation. Donc, de réduire notre empreinte écologique. Puis, il y a une autre partie qu'il faut remplacer les systèmes actuels par des énergies renouvelables. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup, d'ici 2050, d'être à 100% énergie renouvelable. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste faire des énergies renouvelables. Ça veut dire qu'il faut faire une grosse partie de changer notre empreinte, de la réduire, efficacité énergétique, économie d'énergie. Puis la balance, bien, on passe, on n'utilise plus d'hydrocarbures. Et là, vous avez, une fois que cette réalité-là est dite, bien, on regarde qu'est-ce qui arrive avec les réserves de pétrole, de gaz, de charbon. Là, Paris, là, l'accord de Paris, la première chose qu'on a dit, nous, c'est le début de la fin de l'ère des combustibles fossiles. Et c'est pas pour rien qu'on a dit ça, parce qu'une fois que les pays se sont engagés à faire l'accord de Paris, il va falloir qu'ils le respectent, et ça veut littéralement dire que on va pas mal tous ici vivre la fin, du moins je nous le souhaite, parce qu'on n'aura pas le choix, puis je nous le souhaite d'un point de vue longévité à tous et chacun, là, mais on va vivre la fin des combustibles fossiles parce que ça s'en vient. Donc c'est super rapide. Ce qui veut dire qu'il y a plein d'entreprises actuellement qui font leur argent dans le pétrole, dans le gaz et le charbon, qui vivent sur des réserves de pétrole, de gaz et de charbon qu'ils ne pourront jamais utiliser. C'est ce qu'on appelle la bulle de carbone. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on détermine comme étant des stranded assets ou des actifs. My God, j'ai oublié le terme francophone. Sous stress. Sous stress ou stranded assets. En tout cas, y a-t-il? C'est pas ça, mais on va y revenir. On doit abandonner. Qui sont des actifs qui, d'une manière ou d'une autre, ne pourront pas exploiter, ne devraient pas être considérés comme des actifs. Donc, c'est ce qu'on appelle la bulle de carbone. Quand vous avez 80% des combustibles fossiles qu'on ne peut pas utiliser, puis vous avez des entreprises qui mettent dans leurs livres comme étant utilisables, il est là le problème. Et on l'a vu avec le charbon. Le charbon a eu une bulle de carbone. Avant même que la consommation de charbon commence à diminuer, le prix du charbon a chuté. Parce que les marchés étaient en train de s'orienter, parce que les énergies renouvelables étaient plus compétitives. Et donc, vous avez une réalité où c'est pas du jour au lendemain que, quand la consommation diminue, qu'il y a une diminution de la valeur des actifs. Ce qui s'est passé pour le charbon va se produire avec les autres combustibles fossiles, va se produire avec le pétrole. Et quand vous regardez au niveau international, si vous ne regardez pas, par exemple, l'Agence internationale de l'énergie, parce que leur prognostic table sur un réchauffement catastrophique, bien, d'ici 2022-2023, idéalement, il faudrait qu'on diminue la consommation de pétrole dans le monde. Et vous avez déjà des pays comme, par exemple, la Chine, qui a pris un engagement d'être à 12% de véhicules neufs vendus en 2020 qui vont être électriques. Quand vous avez la Chine qui prend ça comme engagement, vous avez des modifications majeures au niveau international des marchés. Vous avez la Norvège qui vise 100% de véhicules électriques en 2025. Vous avez l'Inde qui parle de 100% de véhicules électriques en 2030. L'Allemagne, même chose. Donc, une panoplie de pays qui sont en train de changer le cours normal des choses pour le pétrole. Et vous avez Shell qui parle de 2022 aussi comme diminution de la consommation de pétrole. Vous avez déjà actuellement des technologies qui permettent, et des prix qui permettent que les véhicules électriques soient plus compétitifs que les véhicules à essence. Bloomberg, il n'y a quand même pas Greenpeace, Bloomberg, a dit cette semaine qu'on est déjà à parité à plusieurs égards en termes économiques au niveau des véhicules électriques que des véhicules à essence. Donc vous avez une réalité économique qui rattrape, et cette bulle de carbone-là, d'un point de vue rendement, elle est de plus en plus inquiétante pour les institutions financières. Tellement inquiétante que quand on regarde au niveau des combustibles fossiles, les grands indices, Morgan Stanley qui produit des analyses, en 2010 et 2017, les rendements qui étaient composés de combustibles fossiles ont généré 14% moins de rendement que tous les autres investissements qui n'avaient pas de combustibles fossiles. Corporate Knights, pour la Caisse de dépôt et placement, parle d'une perte d'environ 7 milliards de dollars parce que la Caisse de dépôt en 2010 et 2016,
avaient des actifs dans les combustibles fossiles. Recycle ta caisse, qui travaille sur le désinvestissement de la Caisse de dépôt et placement, a produit une analyse la semaine passée et a calculé que le rendement au niveau de la Caisse de dépôt en 2017 est négatif de près de 2 % dans ses investissements dans les combustibles fossiles. Donc la Caisse qui a fait un rendement de 9,8 % environ là, de l'année passée en 2017, quand on regarde juste les combustibles fossiles, c'est à peu près un rendement de moins 2 %. Donc, cette réalité de rendement-là, elle est là aussi pour les actionnaires. Elle est là et c'est en lien avec la bulle de carbone. Je parlais tantôt de la flambée au niveau des énergies renouvelables. Il est clair que désinvestir, ça veut dire aussi investir ailleurs. Donc, ça veut dire de prendre l'argent qui est dans le pétrole, dans le gaz et le charbon et de le rendre disponible pour tout ce qui s'en vient, tout ce qui est déjà en place. Où on sait qu'il y a plus d'investissements depuis 2013 au niveau international qui se fait dans les énergies renouvelables comparativement aux combustibles fossiles. Donc, cette tendance, elle va juste s'accélérer, d'autant plus qu'on veut respecter l'accord de Paris et qu'on va forcer nos pays, on va forcer nos gouvernements à ce qu'ils respectent l'accord de Paris. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi regarder, par exemple, au niveau des grandes institutions. Les grandes institutions comme la Caisse de dépôt et placement dont je vous parlais, vous avez une tentative de vouloir se sortir de ce pétrin-là. Il y a eu une campagne qui a été lancée au Québec qui s'appelle « Sortons la Caisse du carbone ». Écoutez, on a eu un succès très, très rapide avec « Sortons la Caisse du carbone » qui demandait à la Caisse de dépôt de désinvestir les combustibles fossiles. Tellement rapide qu'ils nous ont fait une demi-annonce. On dit qu'elle allait réduire leur empreinte d'environ 25 % de l'ensemble de leur portefeuille. Donc, le portefeuille de la Caisse de dépôt qui grandit toujours, s'ils diminuent leur empreinte, bien, ça se peut que ça grandisse quand même. Donc, c'est pour ça qu'il faut être super vigilant dans les campagnes de désinvestissement pour exiger un désinvestissement complet, un véritable désinvestissement, pas un désinvestissement par rapport à un portefeuille qui ne cesse de grandir. Et ça, c'est pour ça qu'on a accueilli la décision de la Caisse de dépôt et placement, parce que c'est un virage majeur pour une caisse qui s'en allait dans le mur. Mais là, maintenant, il va falloir persévérer et continuer et aller voir sur le site de Sortons la Caisse si vous ne l'avez pas fait. On est une coalition, il y a des citoyens qui sont impliqués, il y a des syndicats qui sont impliqués de plus en plus et la Caisse de dépôt doit répondre de ses cotisants qui sont tous les Québécois. Et actuellement, ben, on va le voir cette semaine, ça va être, en fait, c'est la semaine prochaine, l'étude des crédits au niveau parlementaire à l'Assemblée nationale. Ben, en 2017, je suis pas mal certain, on va voir les chiffres bientôt, là, mais qu'on n'a pas désinvesti à la Caisse. Donc, on reste avec la même exposition au niveau du financement à la Caisse de dépôt et placement. Ce qui m'amène, et je prendrai la période de questions pour répondre à savoir pourquoi c'est difficile de faire désinvestir les organisations, parce que clairement, j'aurais pas le temps de traiter là. Mais ce qui m'amène peut-être à Desjardins. Desjardins, ce qu'on leur demande actuellement, c'est de désinvestir des combustibles fossiles en général, mais on est allé d'une manière plus précise parce que c'est pas facile pour des institutions de dire du jour au lendemain on se débarrasse de tous les combustibles fossiles. Vous avez Fonds de solidarité, la FTQ qui a dit on lâche le charbon, on a dit bravo. Vous avez des fonds comme Fonds d'action, CSN, qui eux aussi ont désinvesti et possèdent peu, voire pas du tout d'investissement. Mais vous avez Desjardins qui a décidé de financer un pipeline de sable bitumineux, Kinder Morgan, alors que c'est une institution dite coopérative, c'est une institution qui dit qu'elle est verte, c'est une institution qui dit qu'elle veut respecter l'environnement. Elle est en train de financer le pire projet au Canada à peu près, pas à peu près, le pire projet actuellement au Canada est le plus controversé. Donc Desjardins, c'est une institution démocratique. Ce qu'on a décidé de faire, je vous invite à y aller si vous ne l'avez pas fait et aller voir sur notre site, il y a tout un guide de le faire, c'est d'aller dans les assemblées générales de Desjardins et de dire on veut que notre caisse, parce qu'il y en a 293 au Québec qui font partie de la fédération, mais on veut que notre caisse désinvestisse des pipelines de sable bitumineux. Et dans les dernières semaines, on a déjà 17 caisses, dont la Caisse des policiers et policières, qui ont décidé de passer une résolution pour dire on veut sortir des pipelines de sable bitumineux, on veut abandonner Kinder Morgan. Et ça, c'est majeur parce que c'est ce que ça nous prend aussi. Vous l'avez en Europe, là, HSBC, la plus grosse institution financière européenne, a annoncé la semaine passée
qui n'allait pas investir dans Keystone XL, qui n'allait pas investir dans Ligne 3, qui sont 2 pipelines de sable bitumineux, qui n'allait pas investir dans le pétrole en Arctique, qui lâchait énormément de charbon aussi. Vous avez BNP Paribas, la 7e banque mondiale, qui a dit la même chose. Vous avez AXA, qui est le 3e financier assureur au monde, qui a dit l'équivalent à peu près. Donc, vous avez une tendance mondiale où ceux qui font des demi-annonces, comme la Caisse de dépôt et placement, ceux qui font des demi-annonces comme Desjardins, qui a fait une demi-annonce aussi, bien, ils reculent actuellement. Donc, on n'est plus dans le statu quo, on n'est plus dans l'idée d'avancer à petits pas parce qu'il faut qu'on court pour respecter l'accord de Paris. Donc, on a une chance au Québec d'avoir des institutions financières qui sont accessibles, qu'on a un lien direct et je vous invite à regarder ça parce qu'il faut absolument qu'ils respectent nos valeurs, qu'ils respectent ce qu'on demande, surtout quand c'est de l'argent public, comme la Caisse de dépôt et placement. Ça ne devrait pas être investi dans le problème, mais ça devrait être investi dans les solutions. Voilà. Alors, merci, Patrick Bonin. Alors, je rappelle, selon ce qu'il a dit, qu'on produit 2 fois plus de pétrole qu'on en consomme au Canada, que le projet Trans Mountain, c'est l'équivalent de pollution de millions d'automobiles. Combien? 4 millions. 80% des combustibles fossiles doivent rester sous terre pour respecter le 2 degrés Celsius. Fait qu'on est face à une bulle de carbone. Pour les investisseurs, il y a 3 tendances. Ça commence par des organismes qui sont reconnus pour avoir des valeurs sociales, comme des organismes de charité qui vont commencer à les investir. Après ça, on voit apparaître des organismes publics et des compagnies. Et ensuite, on voit le marché des grandes institutions internationales, ce qui commence à arriver selon les derniers termes de la conférence. Il y a 850 organisations qui ont annoncé un certain désinvestissement, dans le fond de la Norvège, qui est énorme. Les pays insulaires demandent eux autres 1,5 degrés Celsius parce que sinon ils vont avoir les 2 pieds dans l'eau. Et puis pour 2050, on devrait arriver à arrêter d'utiliser du pétrole. Alors la Chine, la Norvège, l'Inde, l'Allemagne, entre autres, ont commencé à annoncer des objectifs de vente de véhicules électriques. Ben, le Québec aussi a commencé timidement aussi. Alors, on va aller à la pause. Avant ça, j'ai quelques annonces pour vous dire que la revue Relation